Bonjour et ravi de vous retrouver. À la une du 13h, le cadre de planification santé évalue les résultats d'action de semestre de l'année en cours. Malgré la crise du Covid-19, l'insécurité, les résultats sont jugés satisfaisants. Vous entendrez les responsables dans ce journal. Et dans ce journal, aux États-Unis, l'administration républicaine fait pression sur la Poste pour ralentir ses activités à l'approche des élections. Le vote par la Poste devenant plus important avec le Covid-19, les démocrates crient au scandale, mais le président Donald Trump n'en a cure. Bonjour et ravi de vous retrouver. Le cadre de planification santé évalue les résultats des actions en matière de santé pour le premier semestre de l'année en cours. Malgré la crise du Covid-19 et l'insécurité, des actions sont jugées satisfaisantes par les responsables chargés de l'exécution du programme. Du moins, c'est ce qui ressort de l'ouverture des travaux en présence de Nongba Kouda et de Sekou Zongo. Des résultats satisfaisants malgré la pandémie du Covid-19 et l'insécurité. C'est ce qui ressort de cette session de la revue à mi-parcours de la planification santé pour le compte de l'année 2020. Et ce cadre, outil d'évaluation du Plan national de développement économique et social, PNDES, note entre autres la poursuite de la mise en œuvre de la gratuité des soins, l'acquisition d'ambulances au profit des communes urbaines et rurales. Il y a 3 effets principaux qui ont été confiés à notre sectoriel santé. C'est de faire en sorte que des services et des soins de santé de qualité soient garantis à tous. C'est d'améliorer l'état nutritionnel de la population, notamment la femme et l'enfant, et c'est d'accélérer la transition démographique pour capturer le dividende démographique. Et à ce niveau, tous les départements ministériels de ce secteur ont fourni des efforts afin que tout puisse se poursuivre malgré la pandémie. L'évaluation des actions de planification de santé ainsi faite, ces acteurs sont désormais focus sur le dernier semestre de l'année. Un semestre qui va booster les activités restées dormantes du fait du Covid-19 selon Léonie Claudine Louguet. Cette session va aussi tracer les sillons pour l'élaboration d'un prochain référentiel de développement dans le secteur de la santé, ajoute le ministre de la Santé. La formation continue pour accompagner les programmes de décentralisation et de développement communal. Une session s'est ouverte ce matin pour assurer une formation certifiante aux acteurs des collectivités locales. La première phase va concerner une vingtaine de participants. En quoi consiste concrètement cette formation? Quel est son contenu? Des détails avec Dramanda Dian. Tous ici sont des acteurs de la décentralisation, élus locaux, agents et secrétaires généraux de mairie. C'est un comeback à l'École nationale d'administration et de magistrature pour se ressourcer en vue de mieux jouer le rôle d'acteur de la décentralisation. L'ENAM est la structure et chef de file de la stratégie nationale du renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation. Donc dans ce sens-là, nous avons élaboré 10 modules, 10 offres de formation et qui va se dérouler 17 août au 30 octobre. Sur la dizaine d'offres, les participants à cette première vague de formation certifiante ont droit à 3 modules axés sur la gestion de l'état civil, la mobilisation des ressources financières locales et le management des ressources humaines. Mais c'est un besoin exprimé par l'ensemble des présidents des collectivités territoriales. C'est pour ça, dans nos échanges avec notre fêtière nationale et l'ENAM, il y a eu la proposition pour ces différents modules de formation. Ces sessions de formation ont débuté depuis l'année 2019, l'année passée. Alors nous avons tenu à accompagner l'ENAM dans ce processus parce que pour nous, aujourd'hui, la décentralisation est le processus qui est adopté par l'État pour ancrer le développement au niveau local. Des ressources humaines qualifiées pour relever le défi de la décentralisation amorcé en 2006 au Burkina. Un processus évolutif qui table désormais sur la bonne gouvernance des collectivités. Une campagne de vulgarisation de la loi portant gestion du développement au Burkina Faso. Les acteurs du développement ont désormais un cadre référentiel pour agir, mais il faut bien vulgariser la loi, d'où la tenue d'un atelier qui regroupe une quarantaine de participants. Des détails avec Sekou Zongo. La direction de la prospective, de la planification stratégique et sectorielle
et les cabinets et bureaux d'études ensemble pour la vulgarisation de la loi 034-2018 portant pilotage et gestion du développement. Une rencontre qui devrait permettre aux acteurs du développement de parler d'une même voix. Aujourd'hui, nous sommes avec les cabinets et bureaux d'études qui sont des acteurs majeurs dans le processus de planification au niveau de Burkina Faso parce que nous travaillons ensemble. Donc nous voulons que ces acteurs-là puissent avoir la même compréhension que nous pour que les documents de planification qu'ils contribuent à élaborer puissent épouser l'idée de cette loi-là. Une loi futuriste, selon le directeur de la prospective, de la planification stratégique et sectorielle. La vision, explorer, planifier et opérationnaliser. Le Burkina Faso souhaite voir loin, large et profond pour pouvoir penser son développement. Et cela a commencé depuis l'adoption en 2005 de l'étude nationale prospective Burkina 2025, qui a donné la vision de développement du Burkina pour un horizon d'une génération 25 ans. Et cette loi nous permet d'évaluer cette étude prospective et de nous projeter d'ici 2025 pour que, à la fin de l'étude nationale prospective Burkina 2025, nous puissions avoir une autre vision prospective qui, au minimum, sera de 30 ans. Cette rencontre regroupe une quarantaine de cabinets et de bureaux d'études et fait suite à celle tenue à Bobo-Dioulasso. Un processus qui va se poursuivre dans d'autres régions pour une vision commune, foi de Esaïe Willy. La mauvaise utilisation des pesticides et des engrais peut avoir des conséquences sur les sols et les rendements agricoles. Le Bureau burkinabé des sols vient de lancer une campagne pour l'utilisation adéquate de ces produits. Le top de départ de la caravane est intervenu ce matin en présence de Amadou Marcel To. Le Bureau national des sols, la Société d'exploitation des phosphates du Burkina et la RTB engagés dans une même mission, celle de sensibilisation des agriculteurs sur l'utilisation rationnelle des engrais et des pesticides. L'an passé, à Godir et à Cordier, justement, il y a eu près d'une douzaine de personnes qui sont décédées à cause de la mauvaise utilisation des boîtes, des contenants, des pesticides. Donc nous sommes sur la bonne lancée comme ça, dans la dynamique, parce que ça continue, les gens continuent à utiliser mal les produits phytosanitaires, surtout les contenants, et également ça nous permet d'améliorer les conseils à l'utilisation des engrais, et nous allons aboutir à une meilleure production, une meilleure productivité. Un meilleur rendement, voire une intensification de l'agriculture relative à l'autosuffisance alimentaire, c'est également l'un des objectifs de ce partenariat une fois sur le terrain. La différence qu'il faut faire entre le phosphate et l'engrais, le phosphate, certes, c'est un intrant, mais c'est un amendement. Donc il est utilisé pour la préparation du sol avant les semis. Alors que l'engrais, il est utilisé pour déjà appliquer lorsque vous avez déjà semé et les plants sont en train de prendre leur envol. Donc c'est ça la différence. Et donc c'est des aspects sur lesquels nous allons beaucoup échanger avec les producteurs parce que l'utilisation des amendements est une des pratiques que nos agriculteurs n'ont pas. Or, vous savez, tout à l'heure, le directeur général du Bunasol l'a relevé. Oui, c'est l'une des missions de la radio rurale et la radio rurale en tout cas est très heureuse d'être associée à ce projet. Il faut dire même peut-être que c'est la radio rurale même qui est à l'initiative de ce projet tripartite avec Bunasol au départ, plus la CPB ensuite. Et nous sommes vraiment très heureux de participer à ce projet. Déjà en route pour le centre-ouest, notamment des localités comme Cordier, la caravane sillonnera des champs agricoles où les techniques de fertilisation ont permis de reconstituer des sols. Comment éviter les prédateurs du coton? La question taraude des chercheurs qui sont en conclave à Ouagadougou depuis ce matin. Ils réfléchissent sur la punaise rouge qui cause environ 29% de pertes chaque année au Burkina Faso. La station de recherche de l'INERA de Farakoba à Bobo-Dioulasso conduit des travaux sur cet insecte ravageur. Les chercheurs de la station envisagent une expérimentation d'une nouvelle forme de lutte contre le ravageur. Maïmouna Traoré. Le cotonnier attaqué. Dr Issa Sow du programme Coton en parle aux journalistes. Selon lui, le cotonnier est l'une des plantes les plus attaquées au monde. L'on pourrait trouver plus de 1200 espèces de ravageurs dans un champ de coton. La punaise rouge du cotonnier à elle seule est la cause d'environ 29% des pertes subies par les cotonculteurs
burkinabè. De par son mode d'alimentation, elle détériore la fibre là, qui est difficilement commercialisable. Et aussi en s'alimentant des graines qui sont à l'intérieur, n'est-ce pas, de la capsule là, ça provoque, n'est-ce pas, des vides au niveau de la capsule. Ça fait que lorsque vous amenez le coton pour peser, le coton ne pèsera pas. Et du coup, ce sont ces mêmes semences là qu'on ramène au champ pour la campagne prochaine. Et vous avez des problèmes de levée. Pour lutter contre ce déprédateur du coton, les producteurs utilisent le plus souvent des insecticides non homologués. Ici, à la station INERA de Farakoba à Bobo-Dioulasso, les chercheurs prospectent une autre piste. La lâcher dans le champ de coton d'un autre insecte, ennemi naturel de la punaise rouge. Avec l'utilisation des choses là, des insectes là, ce qui est sûr, lorsque vous lâchez les insectes là, ils vont commencer à les chercher et puis à les manger, se reproduire, rechercher, jusqu'à ce qu'ils atteignent, n'est-ce pas, un niveau où ils ne peuvent pas provoquer, n'est-ce pas, de dommages sur la parcelle. Cette méthode, selon les chercheurs, a l'avantage de réduire l'utilisation des produits chimiques dont le mauvais emploi cause des dommages aux plantes et nuit à la santé de l'homme. À Koudougou, on reboise en ces temps de pluie. Une opération de plantation d'arbres débutée ce 16 août va permettre de planter 1 millier de plants sur le site du lycée professionnel Maurice Yamiogo. L'initiative est soutenue par le Premier ministre et vise à consolider la cohésion sociale dans cette partie du Burkina. Sébastien Zongo. Au moins 1000 plants mis en terre au lycée professionnel national Maurice Yamiogo de Koudougou. Et les dispositions sont prévues pour planter utiles et sécurisés, tels que recommandés par les acteurs de l'environnement. On va confier un arbre à chaque élève et nous allons organiser aussi une compétition pour qu'au bout de l'année scolaire, on essaie de regarder à qui reviendrait le plus beau arbre. C'est à l'occasion de Koudougou Reboisement 2020, l'initiative amicale née en 2014 implique aujourd'hui une trentaine d'associations de femmes et de jeunes pour renforcer le couvert végétal de la cité du Cavalier Rouge. 3000 plants en l'espace de 4 éditions et cette année nous sommes passés à 1000 plants. Et nous nous tablons déjà à l'édition de 2022 autour de 3000 plants. Voilà, pour aller très rapidement atteindre un objectif de 20 à 50 000 plants en quelques années. L'activité vise à faire du reboisement un facteur de cohésion des fils et des filles de la ville natale du premier président du pays. C'est également une contribution au défi de 10 millions de plants par an sur le territoire national pour inverser la tendance de dégradation de l'environnement au Burkina Faso. Le message de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est de d'abord saluer l'appel des filles et fils de la province du Burkina pour avoir entendu l'appel de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, lancé lors de la 2e édition de la Journée nationale de l'arbre, en appelant tous les Burkinabés à planter utile et à protéger. Aujourd'hui, nous assistons à la 5e édition de reboisement au Koudougou 2020. Pour le Premier ministre, c'est soutenir une action rentrant bien sûr dans le sens de la protection de l'environnement à travers les plans de reboisement sur l'ensemble du territoire national. La 6e édition de Koudougou Reboisement est prévue au mois d'août en 2022. Le chef de canton de Dédougou vient au secours des personnes démunies. Plus de 17 tonnes de vivres ont été mobilisées au profit des personnes vulnérables de la ville de Dédougou. Et c'est à l'occasion de la 3e édition de la journée de remise de dons aux personnes vulnérables. Un geste du chef de canton très bien apprécié sur place à Dédougou. On retrouve Karim Ouedraogo. Ce sont au total 17 tonnes de vivres composées de maïs, du riz, du niébé et du sorgho qui sont mobilisées pour venir en aide aux personnes vulnérables de la ville de Dédougou et environnants. Pour les donateurs, c'est un devoir coutumier. Lorsque dans une population, il y a une difficulté qui touche à une frange, même si cette frange est toute petite, il est du devoir du chef de veiller à ce que les problèmes soient résolus. Et c'est dans ce sens que Sa Majesté, de façon symbolique, a initié cette journée-là pour aider une partie de la population qui est dans des difficultés. Il y avait un grenier ici que tous les parents cotisaient venir mettre là-bas pour le chef de canton. Lui aussi, il donne aux personnes vulnérables. Mais maintenant, il n'y a pas ça.
Et pour ça, nous, on a organisé ça avec les chefs chaque année pour trouver un peu des aides quand même, des céréales pour donner aux personnes vulnérables comme ce que son papa fait avant. Ce don est le bienvenu pour les bénéficiaires, surtout en cette période de soudure. Les autorités régionales saluent cette initiative qui renforce la cohésion sociale. Cette initiative est véritablement à saluer et à soutenir parce qu'il a besoin que des partenaires l'accompagnent dans cette dynamique-là qui va apporter beaucoup de réconfort à nos populations qui sont dans le besoin. Pour la répartition, les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Dédougou vont bénéficier d'une tonne de ces vivres. Le chef de canton invite les bénéficiaires à en faire un bon usage afin de sortir de cette situation de vulnérabilité les années à venir. À l'étranger, je le disais en titre, aux États-Unis, l'administration républicaine fait pression sur la Poste pour ralentir ses activités à l'approche des élections, le vote par la Poste devenant plus important à cause du Covid-19. Les démocrates crient au scandale, mais le président Donald Trump n'en a que. Regardez. En 2016, 40 millions d'Américains avaient voté par correspondance à la présidentielle. En novembre prochain, ce pourrait être au moins 2 fois plus en raison de la pandémie. À la demande de leur chef, Nancy Pelosi, les élus démocrates de la Chambre des représentants ont écourté leurs vacances pour une mission un peu spéciale, empêcher la poste américaine d'être en proie à des coupes budgétaires comme le souhaite le président Trump. Le camp démocrate l'accuse de vouloir empêcher les Américains de voter à distance. To slow down the mail at any time is disgraceful. To slow it down at COVID is despicable and hurts people's lives. Les dernières semaines ont montré un ralentissement de l'activité de l'US Postal. Son nouveau directeur, nommé au printemps, a ordonné le retrait de machines de tri jugées trop vieilles et mis fin aux heures supplémentaires. Son nom, Louis DeJoy, un donateur de Donald Trump. Devant son domicile en Caroline du Nord, des manifestants ont réclamé l'arrêt des coupes budgétaires. The American people love and respect our post office. It's not for sale and it's not for being dismantled. La masse de bulletins de vote annoncés pourrait ne pas être comptabilisée en temps et en heure en raison d'un manque de moyens financiers. Donald Trump a pour l'instant bloqué le versement de plus de 3 milliards de dollars au motif qu'un vote massif par correspondance serait synonyme de fraude massive. Selon un récent sondage, 3/4 des électeurs démocrates se disent prêts à voter à distance, contre moins d'un quart des partisans du président américain. Et puis l'assassinat du grand imam de Djibo relance le débat sur l'évolution de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Le sujet fait l'objet d'analyses et de commentaires dans la presse quotidienne au Burkina de ce lundi. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebego. Assassinat de l'imam de Djibo, un autre martyr de la paix et de la tolérance. C'est un commentaire signé de la rédaction de l'Observateur Palga. Un martyr de plus dans la résilience nationale au projet de déstabilisation du pays par des individus sans foi ni loi. L'Obs présente le défunt imam de Djibo comme un symbole de la tolérance et du vivre ensemble. C'est aussi le symbole du refus de capituler devant les forces du mal, lui qui a toujours refusé d'abandonner les siens à Djibo malgré les menaces. L'information a fait l'effet d'un engin explosif improvisé, relève Sidouaya dans son édito. Pour Sidouaya, cet énième meurtre vient rallonger la macabre liste des assassinats dans le septentrion burkinabé et relance les interrogations sur le péril terroriste au Burkina Faso. Le terrorisme international y est-il pour quelque chose? Ne sommes-nous pas en train de nous entretuer entre frères? Une chose est sûre, selon le journal, l'assassinat de l'imam de Djibo met bas les masques du fallacieux prétexte religieux de l'engagement de certains extrémistes violents. A-t-on courbé les chines sur le tronçon Namsigia-Djibo? Question du journal Le Quotidien. Sommes-nous si sourds pour ne pas entendre le cri de détresse de la population qui demande la sécurisation de ce tronçon vital? Poursuit le journal. Même si le gouvernement réaffirme son engagement ferme à sécuriser l'ensemble du territoire, l'inquiétude reste grande. L'État existe-t-il encore au Sahel? L'autre interrogation du journal Le Pays. Et pourtant, sur place à Djibo, le président du Faso s'était engagé à s'employer à ce que l'État retrouve la plénitude de son autorité et que les populations déplacées retrouvent leur terre. Discours rassurant, mais 3 mois plus tard, l'on est encore loin du compte, écrit Le Pays. On a même l'impression que la tirade présidentielle a galvanisé les forces du mal
et les populations souffrent le martyre. Pendant ce temps, la France peint toutes les frontières du Burkina en rouge, note aujourd'hui au Faso. Serait-ce alors les couleurs de l'échec de Pau et compagnie, se demande le journal. En coloriant ainsi le Burkina et tout le Niger, la France signifie qu'au Sahel, les forces du mal prennent de l'ascendance, malgré la hardiesse de Barkhane avec ses 5100 soldats. Pau n'aurait donc pas apporté les répliques idoines. Au lieu de faire des gorges chaudes sur la couleur de leur carte, les Burkinabés doivent encore redoubler d'efforts. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais l'information continue sur la RTB à partir de 14h et cette fois-ci en langue nationale Moré, Dioula et Fulfulde. D'ici là, excellente suite de programme.